Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter, au nom de la prépa ISP, des éléments de correction du sujet d'épreuve de résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques du concours de gardien de la paix. Donc nous travaillerons sur le sujet de la session 2019. Je vous propose de suivre le plan qui s'affiche, donc 3 grandes parties, la présentation du sujet, des conseils généraux et 2 exemples rédigés, donc exemples issus évidemment du sujet de la session 2019. Avant toute chose, avant de nous lancer, je vous présente également ce livre, donc des éditions Nathan, qui à mon sens est le meilleur du marché. Alors je ne dis pas ça parce que la prépa ISP participe à une petite partie de l'ouvrage, mais parce que c'est l'ouvrage qui est, à mon sens, le plus pragmatique. Donc, je vais dérouler quelques slides. N'hésitez pas à mettre pause pour regarder de plus près. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il va d'abord vous permettre d'avoir des connaissances indispensables et vous verrez que c'est très important, c'est prérequis de les avoir pour l'épreuve de résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques, donc épreuve que je vais appeler parfois ERCP. Donc il y a dans ce livre une grande partie consacrée à l'ERCP, c'est ce qui est séduisant, mais aussi donc ses prérequis. D'abord, par exemple, comment se forger une culture de gardien de la paix. C'est important d'être dans un ethos de gardien et de le faire ressentir aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Des éléments donc à connaître, par exemple les infractions dans le système pénal, des QCM qui vous permettent d'apprendre ou des vrais faux. Donc, et puis d'autres éléments de culture, on va dire, générale, issus de la police. Également des articles de droit. Certains reviennent chaque année. Donc, les connaître, c'est très important. Ça vous fait gagner du temps. Et puis, donc, d'autres fiches. Par exemple, si je m'arrête un petit peu sur celle-là, sur les termes clés. Donc là, ça fait partie du sociolecte. C'est indispensable d'avoir un sociolecte de gardien de la paix. Qu'est-ce que c'est un sociolecte? C'est la manière de parler, d'un groupe ou d'une profession. Et là, vous avez 100 termes. Ensuite, des parties donc de savoir, mais aussi des parties, là je suis allé un petit peu vite, des parties de méthode. Par exemple, comment répondre à une question de type 1, puisque vous verrez qu'il y a 3 types de questions clairement identifiables dans ce concours. Et savoir répondre à une question de type 1, eh bien, vous permet, par exemple, de différencier avec une réponse de type 2 ou de type 3. Des éléments, donc, pour progresser dans la relecture de son écrit, savoir comment améliorer son écrit, comment le relire, et puis plusieurs feuilles, à peu près 4 parties, qui vous guident pas à pas. Vraiment pas à pas, comme si vous étiez à l'épreuve. C'est-à-dire d'abord je fais cela, ensuite je fais ci. Voilà, qui va être vraiment, on vous prend par la main. Et enfin, parmi les arguments qui me font choisir ce livre, des corrigés qui sont extrêmement détaillés, et c'est primordial. Alors souvent, chez les concurrents, les corrigés sont peu détaillés, puisqu'en fait c'est ça prend beaucoup de place au niveau du livre. Donc, ce que je vais dire va se rapprocher de ce livre. Vous trouverez donc le prolongement de mes dires dans ce livre. Alors, avant que nous attaquions les cas pratiques un par un, je vais rapidement revenir sur les caractéristiques du sujet de la session 2019. Le sujet de la session 2019 dure 3 heures. Il est composé de 5 cas pratiques, ce qui est aussi le cas en 2020 et en 2021, et il comporte 11 questions. C'est un chiffre qui est dans la moyenne du nombre de questions chaque année. Enfin, il a un dossier documentaire qui est de 15 pages, ce qui est le maximum. Ce dossier documentaire, que vous retrouvez donc si vous téléchargez le sujet de la session 2019, est long, mais il est assez simple, puisqu'il va finalement mettre les documents dans l'ordre. C'est-à-dire cas pratique numéro 1, hop, les premiers documents sont aux premières pages. Il y a quelques éléments très importants, néanmoins, dans ce dossier. C'est pas parce qu'il est simple qu'il n'y a pas des éléments indispensables. Par exemple, le rôle du procureur.
Et très souvent, à l'examen, on vous rappelle qu'il est important d'utiliser le dossier, puisque certains candidats se passent du dossier et ça se ressent dans leur copie. Il comporte également quelques classiques, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi apprendre par cœur certains articles, ou du moins certains numéros d'articles, et savoir à peu près de quoi ils parlent? Pourquoi c'est indispensable? Eh bien, vous voyez, d'abord, parce que on va retrouver dans ce sujet 2019 le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ce qui sera aussi le cas du sujet 2020 et du sujet 2021. Donc ce code qui est aussi parfois appelé code de la sécurité intérieure, puisqu'il est une partie du code de la sécurité intérieure. Donc très important de connaître ce code de déontologie. Deuxième chose, on va retrouver les classiques du code de procédure pénale, les articles 53, 73, 803, qui seront aussi présents dans les sujets 2020 et 2021. Le 78.2, lui, sera présent dans le sujet 2021. Pour le code pénal, et bien entendu, on va retrouver des articles liés à des infractions majeures. Donc ici, ça sera en fait une infraction sur un vol. Donc c'est ce genre de choses que vous devez savoir, connaître en amont certains articles de loi, donc les prérequis, et le langage policier est un avantage. Exemple d'intérêt de connaître le sociologue policier, donc ce que les policiers appellent le SIC, ou la station directrice, est en fait donc le centre d'information et de commandement. Et ce centre d'information et de commandement est primordial, puisque c'est à lui que vous référez, c'est l'autorité qui vous guide, à qui vous rendez compte de l'avancée de votre mission, etc. Eh bien, le rôle du SIC, donc, est présent dans le sujet 2019, dans le sujet 2020 et dans le sujet 2021. Donc, évidemment, avoir des prérequis, maîtriser certains éléments, vous permet de gagner du temps. Or, c'est une épreuve, en fait, qui va vite, où il faut gagner du temps. Donc, nous allons attaquer les cas pratiques. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vais aller quand même assez vite sur les cas pratiques. Qu'est-ce qu'un cas pratique? Un cas pratique est composé d'une situation réaliste qui correspond à ce que peut rencontrer un gardien de la paix au quotidien. Donc, c'est un texte qui a une longueur de 10 à 25 lignes et qui peut être entrecoupé de questions. Un cas pratique comporte à minima une question. C'est le minimum. Généralement, lorsqu'il s'agit d'une seule question, on va retrouver, donc, c'est une question d'action. Alors, le sujet 2019, comme je vous l'ai dit, a 5 cas pratiques, ce qui semble être la forme de cette épreuve, puisque les sujets 2020 et 2021 auront aussi 5 cas pratiques. Alors, il est évident qu'en tant que candidat, vous devez absolument étudier au maximum les sujets qui ont précédé la session à laquelle vous allez participer. Pourquoi? Tout simplement parce que les sujets se regardent les uns les autres. C'est-à-dire que rapidement, dans un concours, au bout de 2 sessions, 3 peut-être, on obtient une forme et donc certaines choses. Là, par exemple, les 3 sessions 2019, 2020 et 2021 se ressemblent, toutes en 3 pratiques, en 5 cas pratiques, pardon. La session 2022, à partir de la session 2022, sera le cas d'un autre concours puisque l'épreuve perd 1 heure. J'y reviendrai dans les éléments de correction du sujet de la session 2021. Mais restons donc sur ce sujet 2019, session 2019, avec le premier cas pratique. Alors, vous le voyez, vous pouvez mettre pause pour le lire. Donc, un cas pratique répond à une situation réaliste. Donc, la première chose à faire, c'est de relever les éléments de correction. Et donc, on vous l'apprendra. Si vous vous inscrivez à la prépa ISP, vous aurez des vidéos de méthode pour vous apprendre comment repérer les éléments de communication. Vous pouvez également consulter le livre qui explique comment faire.
Donc on repère les éléments de situation et lorsqu'on est entraîné, averti, dirais-je, eh bien on va voir un petit peu l'enjeu du cas pratique, le problème, l'enjeu et le problème. Donc ici, il s'agit en fait de violence conjugale. Et il y a deux éléments clés qui vont rapidement devoir vous interpeller. Le premier, c'est est-ce que l'infraction autorise à pénétrer le domicile? Parce que je vous rappelle qu'un domicile, pour pénétrer un domicile, il faut vraiment en fait des éléments très précis. Le domicile est réputé inviolable. Et puis, le deuxième élément qui va commencer à trier les candidats, ça va être le rôle du procureur de la République. Personnage extrêmement puissant, il est primordial que vous sachiez quel est le rôle du procureur de la République. Et ça, encore une fois, dans les fiches de prérequis, dans les éléments qu'on vous donnera à la prépa ISP, vous saurez effectivement quel est le rôle, les prérogatives, toutes les compétences du procureur de la République, personnage qui revient régulièrement en fait dans les sujets. Donc ce premier cas, vous le voyez, est composé de 4 questions, avec la première qui vous demande d'agir en tant que policier, donc comment vous allez mener votre intervention. C'est là que vous allez dire je vais faire ci, je vais faire ça. Dans le deuxième, c'est un prolongement de la première question, on va vous demander de détailler les opérations que vous pourriez être amenés, vous et vos collègues, à effectuer. Donc là, ça prolonge la première question et ça montre d'emblée votre capacité ou votre incapacité à agir en tant que policier dans le respect de la loi. Ensuite, on retrouve un petit élément de texte et puis il va y avoir cette question qui là est une question en fait de savoir. Alors c'est pas une question d'argumentation, même s'ils sont marqués argumenter votre réponse, ça veut dire en fait trouver des éléments qui prouvent la véracité de votre réponse. Là, une question de droit très importante, est-ce que le retrait de la plainte de la victime implique l'abandon des poursuites judiciaires? Donc là, je vous affirme que le candidat ou la candidate qui échoue à répondre à cette question part vraiment avec un handicap. Donc voilà en fait ce premier sujet et la dernière question qui vous demande d'aller fouiller dans le dossier documentaire. Donc dans ce premier cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve, grosso modo, les 3 types de questions. La question de savoir, où avec des prérequis, je peux répondre directement, c'est-à-dire celle sur le retrait de la plainte de la victime. Si je sais le rôle du procureur, j'ai même pas besoin d'aller chercher dans le dossier documentaire. Je sais directement. Les questions de type action, les plus difficiles, donc ça va être la 1 et la 2, qui sont à peu près la même question. Et puis, la dernière question, donc qui est cette fois une question de savoir et aussi d'argumentation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir argumenter pour dire il faut tel et tel dispositif peuvent être mis. Donc on retrouve les gros éléments. Ensuite, pour le cas pratique numéro 2. Alors ici, on va à nouveau avoir un classique, je dirais, c'est le fameux devoir d'obéissance. C'est l'enjeu en fait du cas. Comment refuser ou pas, peut-on refuser, ou pas, l'ordre d'un supérieur? Donc, le cas, en fait, va s'intéresser à cette question. Si vous l'avez lu, vous voyez qu'en fait, il y a un scepticisme on vous projette dans un rôle et vous êtes sceptique, et donc vous allez devoir justifier. Là encore une fois, le candidat qui a des prérequis part avec de l'avance, puisqu'il sait que dans le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, eh bien, il sait en fait qu'il y a un passage sur le refus d'obéissance. Alors, on peut refuser d'obéir à son supérieur, mais il y a vraiment une procédure à suivre. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que vous devez assimiler, puisque ces questions, en fait, vont dans ce sens de vous tester sur l'obéissance, et l'obéissance est très importante dans une institution comme celle de la police. Et enfin, la deuxième question, vous le voyez, eh bien, à nouveau, on vous demande de mettre des actions en place, donc de vous projeter en tant que policier. Mais
C'est là qu'un candidat entraîné aura un avantage. C'est difficile, lorsqu'on est néophyte, de réagir comme un policier et de tout connaître. C'est même impossible. Donc, le dossier documentaire vous donnera les actions. Et c'est à vous de replacer. Donc, à nouveau, on teste votre capacité à aller chercher des informations, les bonnes informations, et à bien synthétiser. Le cas pratique numéro 3, lui aussi, je dirais qu'il est dans les classiques de ce qu'on peut attendre de l'époque, puisque là, vous allez être sur le cas d'un cambriolage. Et l'enjeu ici, ça va être de procéder à une interpellation dans les règles de l'art. Le cas ne comporte qu'une seule question. Alors, très souvent, je dirais majoritairement, même presque à tous les coups, lorsqu'un cas n'a qu'une question, c'est une question de type action. Donc, une question de type action, c'est une question soit d'ordre administratif, soit d'ordre judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dire que soit vous êtes à l'accueil du commissariat, vous avez quelque chose à faire, soit vous êtes dans l'action, et là, on va voir comment vous allez procéder. Ce sont les questions les plus difficiles, celles sur lesquelles on va vous entraîner à la prépa ISP, et celles sur lesquelles le livre que je vous ai présenté revient, puisque pour cette question, pour ces réponses à cette question, eh bien, votre réponse doit vraiment être structurée et composée d'éléments très identifiables par votre correcteur. Le cas pratique numéro 4 s'attarde sur un enjeu de déontologie. Donc là aussi, il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. La déontologie en fait partie, au même titre que le refus d'obéissance. Donc la déontologie définit l'ensemble des règles et des devoirs à respecter. Donc elle peut être codifiée en quelque sorte, la déontologie. Vous avez vu qu'il y a le code de déontologie, donc il date de mémoire de 2014. Il était précédé avant d'un code qui lui datait de 1986. Donc vous voyez, la déontologie peut évoluer selon, en fait, si vous voulez, les époques. On va différencier, c'est une question qu'on peut vous poser, la différence avec l'éthique. L'éthique est plus large que la déontologie. Si vous voulez, elle est souvent confondue. L'éthique est souvent confondue avec la morale, mais elle se penche plutôt sur les valeurs sociétales. Elle est un code de conduite non juridique, non directif, qui ne peut pas être vraiment codifié. Donc, ce qui veut dire que, paradoxalement, on peut être tout à fait dans le respect de la déontologie sans pour autant être éthiquement irréprochable. Donc là, on va revenir sur la déontologie. C'est-à-dire que le candidat doit savoir, en tant que futur fonctionnaire, ce qu'il peut faire et ne pas faire. C'est ce que, en fait, pose la première question. Donc, justifiez votre réponse. Là, on est dans une question de pure argumentation. La deuxième question, vous le voyez, elle va être un mélange entre les savoirs et l'argumentation, mais elle est plutôt sur des savoirs. Donc, encore une fois, là, je pense qu'il y a très peu de candidats qui, avant d'avoir fouillé le dossier documentaire, peuvent répondre sur les conséquences légales qu'il y aurait pour ce policier qu'il y aurait à ne pas respecter la déontologie. Donc encore une fois, c'est une question d'entraînement, une question de méthode pour savoir ce qu'il faut en fait aller chercher dans le dossier. Le dernier cas est un cas assez simple. Alors, pourquoi il est plus simple ? Parce que c'est le dernier. Que souvent, les candidats ne vont pas au bout de l'épreuve ou qu'ils finissent rapidement et ça peut se sentir. Donc là, c'est pas le cas qui va poser le plus de problèmes. Son enjeu, c'est la lutte contre les stupéfiants. Et vous le voyez, encore une fois, on insiste, parce que j'ai recopié le sujet tel quel, j'ai juste corrigé les fautes d'orthographe. Donc, on insiste sur la nécessité de vous aider des documents contenus dans le dossier documentaire. Donc là, la première question est une question de type savoir. La réponse est dans le dossier documentaire. La deuxième question est une question de type argumentation.
Donc le sujet, vous le voyez, balaye l'ensemble des 3 types de questions. Donc j'y répète les 3 types, hein. Argumentation, savoir et question d'action. Il y a 3 questions d'action dans le sujet, il y en a 6 d'argumentation, et des questions de type savoir, il y en a 2. Alors, des fois, argumentation et savoir se mélangent un petit peu. Néanmoins, on ne répond, encore une fois, je répète, on ne répond pas, en fait, de la même façon. Donc voilà, nous avons balayé le sujet. Alors, il est indispensable, évidemment, d'effectuer un travail très approfondi sur le dossier documentaire. Donc, sur la suite, maintenant, je vais passer, donc je vais revenir, excusez-moi, sur le premier cas pratique, et nous allons passer donc à des conseils généraux. Ça y est, je m'en suis sorti avec mes touches. Donc, les conseils généraux. D'abord, premièrement, qu'est-ce qu'une copie réussie? Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, le moins possible, j'espère. Mais, globalement, même si j'enfonce des portes ouvertes, vous verrez que beaucoup de candidats ne vont pas suivre ces conseils, ne vont pas le faire. Donc, il est utile de rappeler des fois certaines évidences. Alors d'abord, une copie réussie, c'est une copie complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les cas ont été traités équitablement. Alors, traités équitablement, c'est-à-dire en qualité et en volume, en nombre de lignes, si vous voulez. Comme je vous l'ai dit, on s'aperçoit très rapidement si un candidat a fini le devoir à l'arraché ou pas, puisque le cas pratique numéro 5 est souvent un petit peu est fait rapidement. Donc, on fait une copie complète. C'est déjà un avantage. Il y a déjà beaucoup de candidats qui vont être quasiment éliminés, puisque leur copie est incomplète. Alors, je rappelle, chaque cas vaut 10 points, et donc, on a une note sur 50. Lorsque vous oubliez de faire un cas, vous n'avez pas le temps, vous êtes déjà noté sur 40, ce qui va commencer à faire une très nette amputation de votre note. Deuxième chose, une copie réussie est une copie qui est écrite correctement, c'est-à-dire sans grosse faute d'orthographe, et avec une bonne maîtrise de la ponctuation, principalement une bonne maîtrise de la ponctuation. Les fautes d'orthographe, il y en a quasiment dans chaque copie, donc c'est pas forcément lié à une mauvaise relecture, il y a certaines choses qu'on n'est pas capable de corriger et des fautes qu'on fait naturellement. D'ailleurs, les sujets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les sujets comportent chaque sujet, que ce soit 2021, 2020 et 2019, à chaque fois, il y a au moins une belle grosse faute. Donc, essayez de faire le moins de fautes possible, mais surtout, ponctuez correctement votre écrit. Un écrit qui n'est pas bon, on le voit d'abord à la ponctuation, puisque les phrases ne s'arrêtent pas, elles sont trop longues, elles sont enchâssées, il y a des queues, il y a des juxtapositions, il y a de la coordination, et tout ça, c'est pénible à lire. Donc faites des phrases bien structurées, je dis toujours 2 verbes conjugués maximum, un verbe personnel, et après on met un signe de ponctuation fort, en l'occurrence le point. Troisième élément, qu'est-ce qu'une copie réussie? C'est une copie qui répond explicitement aux questions, c'est-à-dire avec de la clarté. Une copie explicite. Quand on vous demande de prendre position, vous prenez position. Quand on vous demande ce que vous faites, vous dites ce que vous faites. Le correcteur n'est pas là, si vous voulez, pour fouiller dans votre copie. Il n'est pas là pour essayer de la déchiffrer, de la décrypter. En clair, il cherche la simplicité. Donc, soyez explicite. Soyez très très clair et ne refusez pas l'obstacle. Il peut y avoir des questions qui sont des questions un petit peu gênantes, où vous dites j'aurais tendance un peu à critiquer, mais est-ce que je vais être mal vu? Donc, soyez modéré dans vos prises de position, mais ne refusez pas l'obstacle. C'est très désagréable quand, en fait, vous lisez 10 lignes d'une réponse, et puis au final, le candidat ne répond pas. Il dit ni oui, ni non, ni blanc, ni noir. Ça, en fait, on a tendance à sanctionner. Autre élément, alors celui-là, malheureusement pour beaucoup de candidats, dont moi, sur mes propres concours, c'est difficile. C'est une copie avec une écriture
agréable. Donc, voilà. Les correcteurs corrigent beaucoup de copies. Lorsqu'une copie est propre, avec une très jolie graphie, voilà, eh bien, c'est un avantage. Si vous écrivez mal, faites à minima l'effort d'aérer votre copie. Alors, ça ne veut pas dire sauter n'importe comment des lignes, parce que ça aussi, ça rend un petit peu fou, mais voilà, aérez votre copie, essayez de la rendre la plus jolie possible, c'est très important, c'est la séduction pour l'œil, et ça y fait. Ensuite, c'est une copie qui ne demande pas d'effort au correcteur. Comme vous l'avez vu, les questions ne sont pas notées. Il n'y a pas de numéro. Pardon, elles sont notées, pardon, elles ne sont pas numérotées, excusez-moi. Il n'y a pas de numéro. Donc, certains candidats ne mettent pas de numéro dans leur réponse. Alors qu'importe qu'on mette un numéro ou pas de numéro, c'est pas tellement grave. Mais on répond toujours dans l'ordre aux questions. Hein, par exemple, sur ce cas pratique numéro 1, commencez par la première question. Ça, c'est clair. Commencez pas par la dernière. Donc, globalement, le correcteur doit toujours savoir où vous êtes. Il doit comprendre. Parfois, on corrige une copie et on se demande si le candidat répond à la question 2 ou s'il est passé à la 3, parce que c'est pas net au niveau de la séparation. Donc, séparez vos réponses. Séparez vos réponses en sautant 2 lignes. Mais à l'intérieur d'une même réponse, ne sautez pas de ligne. Ça complique la correction. Ensuite, c'est une copie qui utilise le sociolect de la police. Je vous ai parlé du SIC tout à l'heure. Le SIC, c'est la station directrice. Eh bien, si je place station directrice, j'utilise du sociolect policier. Donc, c'est important d'apprendre des termes clés. Alors, il y a des acronymes, il y a des sigles. Voilà, c'est important de les connaître. Et c'est important de vous tenir au courant, en fait, de l'évolution de la police et de, ce que j'allais dire, de son sociolect. Par exemple, aujourd'hui, on parle de policier adjoint depuis mai 2021. L'ancienne appellation a disparu. Donc, le candidat qui utilise l'ancienne appellation, pas très grave. Son correcteur sait très bien ce que ça veut dire. Néanmoins, le candidat qui utilise la nouvelle appellation, c'est mieux. Ensuite, c'est une copie qui montre que le candidat réfléchit en policier, ou qu'il tente de réfléchir en policier. Ça va être donc le logo, si vous voulez, en quelque sorte. Il faut faire cet effort de réfléchir en policier. Alors, ça peut amener certaines erreurs, des petites erreurs, ou une certaine naïveté, où le correcteur se dit, quand tu seras dans la vraie vie, tu verras, petit ou petite, que ça se passe pas comme ça. Mais qu'importe, il faut vraiment tenter de réfléchir en policier. C'est une copie qui prouve que le candidat a des connaissances générales en droit. J'ai bien dit générales. On n'attend pas de vous que vous soyez des juristes accomplis. Mais néanmoins, certains articles, par exemple du Code de procédure pénale, je les ai dit tout à l'heure, le 53 et le 73, sont très importants. Connaître le rôle du procureur de la République. Ne pas dire que l'article 53 du Code de procédure pénale stipule, puisque c'est le contrat qui stipule. Voilà, c'est ce genre de choses. Il faut éviter certaines erreurs et donc avoir des connaissances générales qui vous évitent des impairs. Une copie réussie est également une copie qui montre que le candidat respecte la déontologie et les règles. En clair, il respecte le code de déontologie, donc il le connaît, et qu'il n'agit pas comme un cow-boy. Il y a des fois des situations, certaines sont en fait, où vous allez hésiter entre plusieurs attitudes à prendre. Donc dans ces cas-là, il faut vous dire, voilà, que dit le code de la déontologie? Qu'est-ce qui est le plus sécuritaire? Qu'est-ce qui est le mieux? Par exemple, poursuivre un voleur en dégainant votre arme de service, pas vraiment une bonne idée, généralement. Hein. Vous voyez, donc c'est ce genre de choses. Et enfin, dernier élément d'une copie réussie, c'est une copie qui prouve que le candidat sait argumenter et, ou les deux, chercher des éléments de réponse. Qui vous corrige? Il faut toujours penser théorie de la réception, entre guillemets, comme disent les littéraires. Donc, qui vous corrige? À minima des brigadiers, donc des supérieurs hiérarchiques. Donc, la personne qui vous corrige, le gradé qui vous corrige, va en fait imaginer
comment dire, le subordonné que vous allez être, ou la subordonnée que vous allez être. Donc, donnez-lui la sensation que vous savez écrire correctement, que vous respectez les règles, et tout de suite, il sera de bonne disposition, il sera dans de bonnes dispositions. A contrario, rappelez-lui certains éléments qui lui posent problème dans son management, et là, il risque d'être plus sec. Donc, on pense toujours à ça, on prouve ses compétences. Voilà. Alors, je passe à l'élément suivant, le RCP, un exercice technique. Le RCP nécessite d'avoir un esprit synthétique. Il faut être rapide, mais organisé pour répondre aux 3 types de questions. Et donc, il nécessite aussi voilà, je l'ai souvent dit, je vous l'ai dit 5-6 fois peut-être déjà, il faut avoir des prérequis. Et c'est donc très difficile de réussir sans connaître la méthode. Ce n'est pas impossible, mais ça va être très difficile. J'ai corrigé des copies de candidats qui passaient le concours de commissaire police. Alors, je vous dirais que souvent, il y a quand même une grande qualité dans l'écrit, dans le raisonnement. Et pour autant, qui n'ont pas réussi les 2 premiers devoirs blancs de l'épreuve. Parce que, voilà, être commissaire, ce n'est pas être gardien de la paix. Je vous l'apprends pas. Donc forcément, il faut connaître cette épreuve, savoir aller fouiller dans le dossier documentaire, relever les éléments clés, savoir quel est l'élément, quel est l'enjeu, où situe le piège, savoir comment, en fait, répondre à cette question. Donc tout ça, c'est ce que nous vous proposons à la prépa ISP, qui a des résultats extrêmement flatteurs, puisque pour la session 2021, c'est 92% des candidats inscrits qui ont réussi le concours. Donc c'est un exercice technique, le RCP. Plus vous vous entraînez, meilleur vous êtes. Alors, comment essayer de sortir du lot? Évidemment, déjà, en respectant les conseils que je viens de vous donner sur qu'est-ce qu'une copie réussie. Déjà, vous faites ça, vous allez sortir du lot. Mais je dirais que, comme finalement à l'épreuve orale, il faut démontrer son esprit policier, ce qu'on pourrait appeler dans un discours l'éthos, c'est-à-dire la manière d'être, la manière dont on se fait percevoir. Il faut démontrer son esprit policier. Donc je pense que c'est vraiment le plus important dans cette épreuve, c'est vraiment montrer qu'on pense ou qu'on est apte à devenir policier. Donc c'est ce qu'on va donner. Et puis, deuxième point primordial, le raisonnement, le logos. D'accord, là on fait une petite référence à Aristote. Donc, c'est ça, le raisonnement et la manière de se présenter en tant que policier. C'est pour ça que la différence clé entre un candidat très entraîné et un peu entraîné se fera sur les questions actions. Il y en a donc dans ce sujet, je vous l'ai dit, mais dans le sujet 2021, il y en a encore plus. Comme si l'institution, si vous voulez, au bout de la 3e session, s'était dit, bon, c'est bien qu'il sache fouiller dans le dossier documentaire, c'est bien qu'il sache argumenter sur des faits sociétaux ou sur tel élément. Néanmoins, ce qu'on veut voir, c'est vraiment ce qu'ils donneront en tant que policier. C'est une épreuve professionnalisante, entre guillemets. Lors des versions précédentes du concours, il y avait un sujet d'argumentation, 40 lignes, qui très souvent traitait d'une question autour de la liberté. Et puis, il y avait des documents dans lesquels il fallait fouiller pour répondre à des questions. C'était pas forcément lié au métier de policier. Vous voyez, il y a eu des textes qui parlaient sur la dépénalisation, alors ça c'est lié, mais nettement moins professionnalisant entre guillemets qu'aujourd'hui. Donc c'est l'important pour sortir du lot. Je montre que je sais raisonner en tant que policier et donc je me présente comme un policier. Je suis déjà, si vous voulez, dans les bottes. Alors attention, je ne suis pas ni condescendant ni impudent. Je ne prétends pas tout savoir. Néanmoins, voilà, je montre ça. Et puis, toujours, je respecte ma hiérarchie, je respecte la déontologie, je fais les choses dans les règles de l'art. Alors, comment se préparer ? Eh bien, en fait, votre objectif est de réaliser le plus de sujets blancs possible. Ça, c'est
évident. Alors, c'est quelque chose que tous les candidats de tous les concours, globalement, n'aiment pas trop faire. Vous avez un concours où il y a une note de synthèse de 4 heures, vous avez un petit peu du mal à la faire, c'est vraiment un exercice pénible. Vous êtes à l'agrégation de lettres modernes et il faut faire une dissertation de 7 heures, même principe. Néanmoins, c'est valable pour tous les concours, il faut s'entraîner sur des sujets blancs et dans les conditions du concours. C'est-à-dire que votre premier sujet blanc, vous pouvez le faire sans regarder la montre. Vous prenez votre temps, voilà, vous assimilez, si vous êtes inscrit à la prépa ISP, notre méthode, voilà, ou celle du livre, vous assimilez tout ça, vous le faites dans les temps. Mais dès le deuxième sujet blanc, vous le faites dans les conditions du concours. Ça, c'est clair. Il faut vous entraîner. Quitte à ne pas finir le sujet, tant pis. Mais vous les faites. Et vous le faites dans ces conditions-là. Et peu à peu, vous verrez que vous allez vous adapter et avoir, en fait, votre rythme. Donc, quand on vous indique une répartition du temps, c'est une répartition dans l'absolu. Chaque candidat est différent et répartit son temps différemment. Évidemment, il faut quand même rédiger une certaine quantité de choses. Alors, sur tout ce qui est la question de la gestion du temps, de relire son écrit, du nombre de lignes, des éléments de réponse, vous trouverez ça donc à la prépa ISP et dans le livre. Vous pouvez aussi, entre deux sujets blancs, eh bien, en fait, faire de petits exercices. C'est-à-dire, certaines fois, je donne un exemple, là, dans ce sujet-là, vous repérez la situation de communication, qui, quoi, où, etc., qui sont les éléments saillants à extraire. Puisque, très souvent, vous avez des éléments qui ne servent à rien dans la situation, qui sont là pour, entre guillemets, masquer l'essentiel, pour un petit peu vous perdre. Donc, c'est à vous de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc, on s'entraîne sur des sujets. À la prépa ISP, pour les candidats, il y a 7 sujets blancs. Donc, quand vous avez fait 7 sujets blancs de RCP, je vous assure que vous savez de quoi ça parle. Donc, 7 sujets blancs, très bien faits, et des corrigés extrêmement détaillés, qui vont donc vous permettre, en fait, de vous promener, si vous voulez, dans cette épreuve. Alors, nous passons à la fin, si vous êtes toujours là. Donc, je vous donne 2 exemples que je vais commenter. Donc, là encore, vous pouvez mettre pause pour lire la réponse. Je vais faire deux petits commentaires. Donc, sur cette question, c'est la fameuse question donc sur le refus d'obéissance, où là, le sujet m'invite très clairement à ne pas obéir. Ce qui est assez intéressant. Mais néanmoins, il y a des règles quand je n'obéis pas. Les règles sont là dans la réponse. Ce qui est important, si vous voulez, c'est de montrer que vous connaissez la procédure et que vous avez bien relevé les éléments d'information dans le dossier documentaire ou que vous les connaissiez en amont. Donc, dans une réponse, on remet toujours très rapidement, au moins pour la première question d'un cas pratique. Dans la première réponse, on fait une petite introduction très rapide qui qui resitue. Ça, le correcteur, ça le met de très bonne humeur, puisque lui, cas pratique, il n'a pas travaillé dessus pendant la durée de l'épreuve. Donc régulièrement, il va faire des allers-retours dans le sujet pour voir de quoi parler le cas pratique numéro 2. Quand vous lui faites une petite intro qui resitue, ça coûte rien, hein, c'est rapide à faire, vous le mettez de bonne humeur. Donc c'est le cas ici, vous voyez, dans en fait les 3 premières lignes. Ensuite, dans cette réponse, eh bien évidemment, je vais citer le code de déontologie, je vais aussi argumenter mon refus d'obéir, et puis montrer que j'ai bien compris comment, en fait, je devais faire pour refuser de suivre l'ordre de mon supérieur. Et à la fin, je peux mettre une petite phrase qui dit clairement, voilà, ce que je fais. Donc, vous voyez, c'est la phrase tout en bas. L'important, donc, dans les questions, alors ici, c'était un petit peu plus difficile, c'est aussi d'arriver à placer des connaissances. C'est-à-dire que si vous avez des éléments culturels notoires liés à la profession, évidemment, de gardien de la paix, qui rentrent, montrez-le. Montrez que vous connaissez le métier. Essayez à chaque fois de valoriser votre réponse.
en plaçant certaines choses, ou en rappelant votre manière d'être, votre, entre guillemets, votre ethos. C'est-à-dire rappeler que vous êtes d'une rectitude morale absolue, voilà, que vous connaissez les règles, que vous êtes dans la déontologie. C'est une épreuve qui invite, qui est un peu fantasmée, dans le sens, si vous voulez, où finalement, dans une vraie situation, si c'était la réalité, il y aurait certainement des écarts par rapport, en fait, à ce qu'on dit. Mais là, on est le policier parfait dans un monde lambda, et donc, on respecte tout de manière extrêmement, extrêmement carrée. Ça, c'est très important de vous projeter dans ce rôle-là. La deuxième réponse, donc j'ai choisi cette question puisqu'elle parle à nouveau de la à nouveau de la déontologie. Donc on vous propose de travailler en tant que videur dans un établissement. Donc là forcément c'est une entorse au code de déontologie et là à nouveau il faut prouver en fait vos savoirs. Il faut expliquer pourquoi c'est une entorse, quelles sont les conséquences en fait, de ne pas respecter la déontologie. Donc là, à nouveau, vous voyez, on place le maximum d'éléments de connaissances, mais à bon escient, hein, il ne s'agit pas de répéter, de placer forcément des choses qu'on a appris par cœur. Il faut au contraire, en fait, arriver à bon escient. Donc, on retrouve le même ordre, hein, une petite introduction, le cœur de la réponse, où là, en fait, on va argumenter, et apporter des éléments de savoir, et puis à la fin on décroche un petit peu, enfin on retourne à la ligne ou pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, cette dernière partie, cette toute petite phrase, voilà, qui rappelle en fait votre position. Voilà comment en fait, si vous voulez, vous pouvez procéder. Pour les questions de type action, comme je vous l'ai dit, vous trouverez des réponses rédigées et la méthodologie à la prépa ISP et dans le livre que je vous ai cité. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle a permis déjà d'éclairer certains éléments. Alors elle est que liminaire, hein. Il faut évidemment approfondir, mais voici les grandes lignes en tout cas que vous devez connaître pour cette épreuve. Je vous remercie de votre écoute.